Le millionnaire pensait dîner seul dans le luxueux restaurant, jusqu'à ce qu'une fillette pauvre s'approche de sa table et murmure. « Monsieur mon frère a tellement faim, on peut rester juste un instant. » Il n'avait aucune idée que cet enfant allait changer sa vie pour toujours. Les lustres de cristal d'Aurelios projetèrent des reflets dansants sur la nappe blanche, tandis que Mark Blackwell était assis seul à la table 17, la meilleure place du restaurant le plus exclusif de Paris, sur l'avenue Montaigne. À 32 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, le costume parfaitement taillé, qui coûtait plus qu'un loyer mensuel moyen. La montre Rolex, dont l'éclat accrochait la lumière à chaque mouvement. Un appartement en attique dominant le jardin des Tuileries et un portefeuille d'investissement qui grossissait de plusieurs milliers d'euros chaque heure. Mais ce soir-là, en contemplant la chaise vide en face de lui, Marc ressentait le poids de quelque chose que l'argent ne pouvait réparer. C'était censé être le dîner de leur anniversaire, 5 ans avec Rebecca. La réservation avait été faite depuis des mois. La bague était dans sa poche, un diamant de 4 carats qui scintillait de promesses. Mais Rebecca ne viendrait pas. Elle ne viendrait plus jamais. Le message qu'elle avait envoyé brûlait encore dans son esprit. « Je ne peux plus faire semblant, Marc. Tu n'es jamais vraiment là, même quand tu es assis à côté de moi. Je suis désolé. » Il commanda la bouteille de vin, la plus chère de la carte, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il le pouvait. Peut-être qu'en s'entourant du poids du luxe, il oublierait un peu le vide en lui. « Excusez-moi, monsieur. » La voix était si faible qu'il crut l'avoir imaginée. Marc baissa les yeux et aperçut une petite fille, debout à côté de sa table. Elle n'avait pas plus de 7 ans. Ses vêtements étaient usés et sales, ses cheveux blonds emmêlés et non lavés. Elle tenait dans ses bras un petit garçon d'environ 4 ans, aux mêmes cheveux clairs et aux yeux creusés du même désespoir. Le maître d'hôtel accourut rouge de honte. « Je suis désolé, monsieur Blackwell, je ne sais pas comment ils ont pu entrer. »« Mon frère a faim, » coupa la fillette d'une voix tremblante, mais déterminée. Ses yeux croisèrent ceux de Marc, et il y vit quelque chose qui lui serra la poitrine, non seulement la faim et la détresse, mais un amour farouche et protecteur qui lui rappela ce qu'il avait perdu depuis longtemps. « On n'a pas mangé depuis 2 jours, on pourrait juste rester un petit peu, s'il vous plaît. » La tête du petit garçon reposait sur l'épaule de sa sœur, ses paupières mi-closes. Ses lèvres étaient gercées et pâles. Même à distance, Marc voyait son corps trembler. « Sécurité !» appela le maître d'hôtel en levant la main, mais Marc leva la sienne pour l'arrêter. Quelque chose dans les visages de ses enfants venait de fissurer l'armure de torpeur dans laquelle ils se noyaient depuis des mois. Était-ce la façon dont la fillette serrait son frère contre elle? Le courage désespéré qu'il fallait pour aborder un inconnu dans un lieu pareil, ou le vide de leurs yeux qui reflétait le sien. « Attendez », dit Marc d'une voix qu'il ne reconnut pas lui-même, rauque et incertaine. « Laissez-les rester. » Le maître d'hôtel resta figé. « Monsieur Blackwell, enfin, j'ai dit, laissez-les. » Marc se leva, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il regarda la fillette, la façon dont elle luttait pour soutenir son frère, le menton relevé, malgré la peur dans ses yeux. « Comment tu t'appelles? »« Lily, » chuchota-t-elle. « Et lui, c'est Danny. C'est mon petit frère. » Marc hocha lentement la tête, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Il tira la chaise que Rebecca ne reprendrait jamais. « Assieds-toi, Lily. Vous deux. » Alors que Lily installait prudemment Danny sur la chaise, Marc aperçut un détail qui glaça son sang. Sur le dos de la main du petit garçon, à peine visible sous la saleté, se dessinait une marque de naissance en forme de croissant. Instinctivement, Marc porta la main à son propre poignet, où se trouvait depuis toujours la même tache au même endroit.
Les derniers mots de sa mère prononcés sur son lit d'hôpital 3 mois avant sa mort résonnèrent dans son esprit. « Marc, il faut que je te dise quelque chose au sujet de ton père et d'une autre personne. Une erreur qu'il a commise. Un secret. » Elle n'avait jamais fini sa phrase. Le moniteur avait émis un long bip avant qu'elle ne puisse continuer. Marc fixa le petit garçon affaissé sur la chaise, cette marque impossible à confondre, et sentit le monde vaciller sous ses pieds. « Lily, demanda-t-il d'une voix à peine audible, où sont vos parents? » La petite main de Lily se resserra sur celle de son frère. Ses yeux se tournèrent vers la sortie du restaurant, comme si elle calculait si elle pouvait fuir. Mais Danny était trop faible pour courir. Elle avala sa salive et redressa le menton. « Notre maman est morte il y a 3 semaines, dit-elle d'une voix étonnamment stable, malgré les larmes qui montaient. Elle était malade depuis longtemps. Nous vivions dans un centre d'hébergement d'urgence à Paris, mais ils ont dit qu'on ne pouvait pas rester sans adultes. Alors, on a essayé de trouver un endroit sûr, expliqua Lily. Marc sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Depuis 3 mois, il se noyait dans l'apitoiement, la rupture avec Rebecca, la mort de sa mère, le vide glacé de son appartement au dernier étage. Mais ses enfants, eux, avaient tout perdu et continuaient pourtant à se battre. « Et votre père demanda Marc en se penchant en avant. Il devait savoir. Cette tache de naissance ne pouvait pas être une coïncidence. Lily secoua la tête. Maman n'en parlait presque jamais. Elle disait que c'était quelqu'un d'important, quelqu'un qui ne pouvait pas être avec nous. Elle avait une photo autrefois, mais elle l'a brûlée quand elle est tombée malade. Elle disait que c'était mieux comme ça. » Sa voix se brisa. Elle disait qu'il ne savait pas qu'on existait, qu'il avait sa propre vie. Le serveur arriva l'air embarrassé, tenant les menus. Marc n'hésita pas. « Apportez ce que les enfants aiment du poulet, des pâtes, de la soupe, du pain, et de l'eau, beaucoup d'eau. » Le serveur s'éloigna en hâte. Dans les bras de Lily, Danny bougea, ouvrant des yeux troubles et vitreux. Lily murmura-t-il faiblement. « C'est le paradis. On est mort. »« Non, mon chéri, » répondit-elle en l'étreignant plus fort, la voix tremblante. « Tout va bien. Ce monsieur gentil nous donne à manger. » Les yeux de Danny croisèrent ceux de Marc, et quelque chose dans ce regard serra la gorge de l'homme. Le petit le fixait, avec une confiance fragile, si pure, qu'elle semblait prête à se briser au moindre faux pas. « Comment tu t'appelles » demanda Danny d'une voix presque inaudible. Marc répondit-il, surpris par l'émotion qui l'envahissait. « Je m'appelle Marc. » Marc répéta le garçon avec un mince sourire sur ses lèvres gercées. « C'est un beau prénom, comme un super-héros. » Soudain, Lily se raidit. Les serveurs chuchotent. « Ils vont appeler quelqu'un, n'est-ce pas? La police? Ou ces gens qui prennent les enfants? » La peur envahit son visage. « S'il vous plaît, on ne veut pas aller dans une famille d'accueil. Ils vont nous séparer. J'ai promis à maman que je protégerais Danny. Je l'ai juré. » Marc prit une décision qui allait tout changer. « Vous n'irez nulle part, » dit-il fermement. « Pas ce soir. Pas avant qu'on comprenne ce qui se passe. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Robert, c'est Mark Blackwell. Il me faut une suite à l'hôtel Plaza Athénée ce soir. » « Oui, la suite familiale. »« Et Robert, soyez discret, s'il vous plaît. » Lily le regardait partagé entre l'incrédulité et l'espoir. « Pourquoi vous nous aidez? » Marc observa de nouveau la tache de naissance de Danny, puis les yeux pleins d'amour féroce de Lily. Il pensa à la confession inachevée de sa mère, à son père mort dans un accident quand il avait 15 ans, à tous ses secrets que le temps n'avait pas effacés. Parce que, dit-il doucement, « Je crois que vous faites peut-être partie de ma famille. » La suite du Plaza Athénée était plus vaste que tout ce que Lily et Danny avaient jamais connu.
De hautes fenêtres donnaient sur la tour Eiffel, et les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. Mais Lily ne parvenait pas à s'en réjouir. Elle resta debout, près de la table, veillant sur son frère, qui mangeait enfin, observant Marc d'un œil méfiant. Marc avait commandé au room service assez de nourriture pour une semaine. Il regardait Danny engloutir sa soupe au poulet avec une urgence qui lui fendait le cœur. L'enfant était si maigre. Combien de temps avait-il eu faim? Combien de nuits Lily s'était-elle privée pour que son frère mange? Doucement, mon grand, dit Marc doucement, en s'agenouillant près de lui. La nourriture ne va pas s'enfuir, je te le promets. Danny leva vers lui, ses yeux gris-bleus, les mêmes que ceux de Marc, les mêmes que ceux de leur père. Quelque chose se serra dans la poitrine de Marc. Quand Danny s'endormit enfin, dans le lit immense enveloppé de couvertures qui valait sûrement plus qu'une garde-robe entière, Marc s'assit avec Lily dans le salon de la suite. La fillette était perchée au bord du canapé, prête à s'enfuir au moindre signe de danger. « Parle-moi de ta mère, » dit Marc d'une voix douce. « Comment s'appelait-elle? »« Sarah, » murmura Lily. « Sarah Mitchell. Elle était serveuse dans un petit café de Belleville. Avant de tomber malade, elle nous chantait des chansons tous les soirs. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle a tout fait pour s'occuper de nous. Mais les factures de l'hôpital, tout ce qu'on avait est parti chez les médecins et puis, elle est partie elle aussi. Sarah Mitchell. » Marc sortit son téléphone, les mains tremblantes, et chercha son nom. Il la trouva rapidement, une nécrologie publiée 3 semaines plus tôt, mentionnant 2 enfants survivants. Lily et Daniel, précédés dans la mort par leurs parents. Aucun autre membre de la famille n'était cité. Il y avait aussi une photo, une femme aux yeux doux et aux cheveux blonds, debout devant un café de quartier. Marc agrandit l'image et son cœur s'arrêta net. En arrière-plan, à peine visible, un calendrier avec une date encerclée. La même date qu'il connaissait par cœur, celle notée dans le journal de sa mère, le jour où son père avait disparu 3 jours pour un prétendu voyage d'affaires 32 ans plus tôt. Exactement 9 mois avant la naissance de Marc. Lily demanda-t-il prudemment. Quel âge a Danny? 4 ans et demi, répondit-elle. Il est né le 15 mars. Les mains de Marc devinrent glacées. Il prit son téléphone, ouvrit la calculatrice et commença à remonter le temps. 9 mois avant le 15 mars, cela donnait le 15 juin, exactement la semaine où son père était parti pour un déplacement professionnel à Lyon, celui dont sa mère avait toujours semblé furieuse. Marc se souvenait des disputes qu'il avait surprises, adolescent, la voix amère de sa mère résonnant dans le couloir. « Je sais ce que tu as fait cette semaine-là. Je sais pour elle. » Il avait toujours cru qu'il s'agissait d'une aventure de plus. Son père était un séducteur invétéré. Mais si c'était plus que cela, et si 32 ans plus tôt, son père avait rencontré Sarah Mitchell, et si absorbé par la trahison de son père envers sa mère, Marc n'avait jamais compris qu'il pouvait y avoir d'autres conséquences. Pourtant, la chronologie ne collait pas. Danny n'avait que 4 ans et demi. « Attends, » dit Marc, le cerveau en ébullition. « Ta mère, quand a-t-elle rencontré ton père? » Lily haussa les épaules. « Je ne sais pas vraiment. Maman disait qu'elle l'avait rencontré il y a environ 5 ans. Qu'il était gentil, qu'il l'avait aidée quand elle était en difficulté, mais qu'il était marié, qu'il avait une famille. Alors il est parti. » Elle essuya ses larmes. Elle n'a jamais dit son nom, juste que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas rester. 5 ans plus tôt. Le père de Marc était mort depuis 17 ans à cette époque-là. Alors, si ce n'était pas lui qui, Marc, la petite voix de Lily, coupa le flot de ses pensées. La marque sur la main de Danny. Tu as la même. Je l'ai vue. Qu'est-ce que ça veut dire?
Marc regarda cette fillette de 7 ans, forcée de grandir trop vite, qui avait porté son frère dans les rues à la recherche de miettes de compassion. Il ne pouvait pas lui mentir. « Cela veut dire, répondit-il lentement, que Danny et moi sommes peut-être liés. Cette marque, elle est génétique très rare. Elle se transmet dans ma famille. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Tu veux dire, tu es notre... » « Je ne sais pas encore, » admit Marc, « mais je vais le découvrir. Et Lily, quoi qu'on trouve, je te promets une chose, toi et ton frère, êtes en sécurité maintenant. Personne ne vous séparera. Personne ne vous fera de mal, je te le jure. » Pour la première fois depuis leur rencontre, les murailles défensives de Lily s'effondrèrent. Elle éclata en sanglots, les pleurs profonds déchirants d'une enfant qui avait trop longtemps tenu bon face à la peur et à la faim. Marc s'approcha du canapé et la prit dans ses bras. Cette petite fille, si forte, si courageuse. « Ça va aller, » murmura-t-il, les yeux brûlants. « Tu peux te reposer maintenant. Je suis là. » Mais tandis qu'il la consolait, son esprit tournait à toute vitesse. Si son père n'était pas le père de Danny, alors qui dans sa famille portait encore cette marque? Et pourquoi les dernières paroles de sa mère semblaient-elles liées à l'existence de cet enfant? Il sortit son téléphone et envoya un message à l'ancien notaire de son père. « J'ai besoin de voir les papiers personnels de mon père. Tout, demain matin. » Il avait la certitude que ce qu'il allait découvrir bouleverserait tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille. Le lendemain matin, Marc se tenait dans le grenier poussiéreux de la maison familiale en Normandie, entouré de cartons qu'il n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Lily et Danny étaient en sécurité au Plaza Athénée, confiés à une nounou de confiance, recommandée par l'agence et au sourire rassurant. Il avait promis à Lily de revenir pour le dîner. La peur dans ses yeux en le voyant partir l'avait transpercé. « Votre mère a été très précise. Dans son testament, expliqua maître Richard Chen, l'ancien notaire de la famille, en l'aidant à forcer la serrure d'une vieille malle. Ces boîtes devaient rester scellées jusqu'à son décès. Elle a laissé une lettre disant « Tu sauras quand viendra le moment de les ouvrir. » Les mains de Marc tremblaient lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur des albums photos des lettres et une grande enveloppe Kraft sur laquelle un seul mot était inscrit « Vérité ». Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des résultats d'analyse ADN, datés de 3 mois avant la mort de sa mère. Son nom y figurait, ainsi qu'un autre qu'il ne reconnut pas. Daniel Blackwell Jr. « Qui est Daniel Blackwell Jr. » demanda Marc, la voix rauque. Richard parut mal à l'aise. « Le frère cadet de votre père, votre oncle. Il est mort il y a 28 ans, dans un accident de voiture. Votre mère en parlait rarement. Il y a eu une dispute dans la famille à cette époque. » Marc tira une photo d'un vieil album. 2 jeunes hommes y posaient côte à côte, même yeux gris-bleu, même mâchoire forte. Son père, Marc Senior, et à côté de lui, un homme plus jeune, presque identique. Sur le poignet du plus jeune, on distinguait nettement une tache en forme de croissant. « Ils étaient jumeaux », murmura Marc. « Non », répondit Richard, « seulement frères, mais très proches, à 11 mois d'écart. Votre oncle était brillant, mais instable. Il luttait contre l'addiction, contre ses propres démons. Votre père a tenté de l'aider, mais Daniel a fait des choix que... » Marc n'écoutait déjà plus. Il tenait entre ses mains une lettre écrite de la main de sa mère et datée de 5 ans plus tôt. « Mon cher Marc, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là. Et j'espère que tu as trouvé la vérité que je n'ai pas su te dire de mon vivant. Ton oncle Daniel n'est pas mort dans cet accident. Il a survécu, mais a été grièvement blessé. Il avait changé d'identité, quitté la famille, disant vouloir recommencer sa vie à zéro. Ton père a payé pour ses soins, lui a envoyé de l'argent, mais m'a fait promettre de ne jamais t'en parler. Il avait honte de ce que Daniel était devenu. L'année dernière, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai engagé un détective privé.
J'avais besoin de savoir si Daniel était encore en vie, s'il restait des ondes d'ombre. Ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. Daniel a rencontré une femme nommée Sarah Mitchell il y a 5 ans. Il ne lui a jamais révélé sa véritable identité. Ils ont eu une brève relation et elle est tombée enceinte. Quand elle a compris que Daniel avait replongé dans ses vieux travers, il avait déjà disparu. Il est mort 3 ans plus tard, dans un foyer pour sans-abri à Marseille. Il n'a jamais su qu'il avait un fils. Marc, tu as un cousin. Il s'appelle Danny. Il porte la marque des Blackwell, comme Daniel, comme toi. J'ai voulu les retrouver, les aider, mais le détective a perdu la trace de Sarah Mitchell avant que je puisse agir. Puis je suis tombé trop malade pour continuer les recherches. Je te laisse cette vérité parce que tu mérites de connaître toute ton histoire, la belle et la brisée. Trouve-les, Marc. Aide-les. Ils sont de ton sang. Avec tout mon amour, maman. La vision de Marc se troubla. Danny n'était pas son frère, mais son cousin, le fils de son oncle, une famille qu'il n'avait jamais su qu'il possédait. Il attrapa son téléphone d'une main tremblante et appela Dr Patricia Morrison, la généticienne avec qui sa mère avait travaillé. « J'ai besoin d'un test ADN aujourd'hui, » dit-il d'une voix tendue. « Je dois en être sûr. » Mais même en prononçant ces mots, il savait déjà la vérité au plus profond de lui. Cette marque, ses yeux la chronologie établie par sa mère. Danny était bien un Blackwell, et Lily, avec son amour farouche et sa loyauté d'acier, faisait partie de cette famille elle aussi. Marc reprit la route vers Paris, le coffre rempli de cartons, l'esprit plein d'un plan en train de naître. Ses enfants avaient été abandonnés par sa famille, par les démons de son oncle, la honte de son père et l'impuissance de sa mère. Mais lui, il ne les laisserait pas tomber. Quoi qu'il en coûte, il réparerait ce que les autres avaient brisé. Quand il entra dans la suite du Plaza Athénée, Danny courut vers lui les bras ouverts et s'agrippa à ses jambes. « Tu es revenu » dit le petit garçon, la voix pleine d'émerveillement, comme s'il doutait encore de la promesse de Marc. « Bien sûr que je suis revenu » répondit Marc en le soulevant dans ses bras. Le poids de l'enfant contre sa poitrine lui parut juste comme une partie de lui-même qu'il venait de retrouver. « Je reviendrai toujours. C'est ce que fait la famille. » Lily, assise sur le canapé, le regardait partagé entre la peur et l'espoir. « Tu as découvert la vérité ?» demanda-t-elle. « On est... » Marc hocha la tête, la gorge serrée. « Vous êtes mes cousins tous les deux. Le père de Danny était mon oncle. Cela veut dire que vous n'êtes plus seuls. Vous ne le serez plus jamais. » Lily éclata en sanglots. Cette fois, c'étaient des larmes de soulagement si profondes qu'elles secouaient tout son petit corps. Marc s'assit à côté d'elle et les prit tous deux dans ses bras, ces 2 enfants que sa mère avait voulu lui confier à travers le temps. Mais alors qu'il s'accrochait à lui, Marc aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. À travers la fenêtre donnant sur l'avenue Montaigne, un homme en manteau sombre se tenait immobile, les yeux fixés sur leur étage. Quand il vit Marc le regarder, il sortit un téléphone, passa un appel, puis s'éloigna dans la rue. Qui les observait et pourquoi? Les résultats ADN arrivèrent 3 jours plus tard, confirmant ce que Marc savait déjà au fond de lui. Daniel Blackwell était bien le père biologique de Danny, son propre oncle. Ses enfants étaient dans sa famille. En 3 jours, le penthouse de Marc s'était transformé d'un décor froid et impersonnel en un véritable foyer. Le rire de Danny résonnait contre le marbre. Les dessins de Lily tapissaient le réfrigérateur. Les chambres d'amis restées vides pendant des années étaient désormais pleines de draps à motifs, de super-héros couvertures roses, de princesses jouets éparpillés sur les tapis moelleux. Marc avait engagé le meilleur pédiatre de Paris. Danny souffrait de malnutrition et présentait les signes précoces d'une pneumonie qui se développait depuis des semaines. 2 jours de plus dans la rue, dit le médecin d'une voix grave, et il n'aurait peut-être pas survécu. Lily, elle avait une carie si ancienne qu'elle nécessitait un traitement de racines.
Les deux enfants avaient besoin de soins, de nourriture, de stabilité. Mark leur offrit tout ce qu'il pouvait. Mais il ne pouvait se débarrasser de cette sensation de menace qui flottait dans l'air. Monsieur Blackwell. Sa assistante Jennifer se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, le visage pâle. Une femme est ici pour vous voir. Elle s'appelle Patricia Day et dit venir de l'aide sociale à l'enfance. Le sang de Mark se glaça. Vous l'avez laissée monter. Non, elle vous attend dans le hall. Elle a des documents. Elle pose des questions sur les enfants qui vivent ici. Elle veut leur parler. Mark réfléchit à toute vitesse. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Mon avocat la contactera pour fixer un rendez-vous. Mais même en prononçant ces mots, il savait que le temps leur était compté. Il avait été tellement absorbé par les soins, par les tests ADN, par le lien familial, qu'il avait oublié un détail crucial. Il n'était pas leur tuteur légal. Il n'avait aucun droit officiel sur ses enfants. Et maintenant, le système venait pour eux. Mark Lily se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, la main de Danny serrée dans la sienne. Elle avait développé une sorte de sixième sens pour le danger. Qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait pas lui mentir. Lily n'avait que 7 ans, mais elle avait vécu plus de choses que bien des adultes. Elle méritait la vérité. « Il y a quelqu'un des services sociaux ici, » dit-il doucement. « Ils veulent vous emmener, toi et ton frère, le temps de régler les questions légales. » Le visage de Lily devint livide. « Non, non, mais ils vont nous séparer. Danny est trop petit. Ils séparent toujours les frères et sœurs quand l'un est aussi jeune. Les autres enfants du centre d'hébergement me l'ont dit. S'il te plaît, Mark, ne les laisse pas le prendre. Je ne les laisserai pas faire, promit-il, même s'il n'avait aucune idée de comment tenir cette promesse. Je vais appeler mon avocat. On va se battre. Mais maître Jonathan Sterling lui annonça des nouvelles qui lui coupèrent le souffle. Les affaires de garde prennent des mois, parfois des années. Vous n'êtes pas marié, vous êtes un homme seul, sans expérience avec les enfants, et vous n'avez aucun statut légal de tuteur. Le juge placerait probablement les enfants dans des familles d'accueil pendant la procédure. Et Lily a raison. À l'âge de Danny, ils seraient presque sûrement séparés. Il doit bien y avoir une autre solution, insista Mark faisant les 100 pas, pendant que les enfants recroquevillés sur le canapé le regardèrent en silence. Jonathan hésita puis dit lentement « Il existe une possibilité. Peu orthodoxe, mais elle pourrait fonctionner. Si vous étiez fiancé ou marié, si vous pouviez prouver que vous offrez un cadre familial stable, le juge pourrait accorder une garde provisoire d'urgence en attendant une adoption complète. » « Et cela exigerait quoi exactement ?» demanda Mark d'un ton nerveux. « Une fiancée, répondit l'avocat, quelqu'un qui puisse démontrer au tribunal que vous formez une structure familiale équilibrée. » Mark eut un rire amer. « Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. »« Jonathan, je suis à court de fiancée. Rebecca a été très claire là-dessus. » Jonathan marqua une pause. Et sa sœur Caroline Mark s'arrêta net. Caroline Fletcher, la sœur cadette de Rebecca. Une institutrice en maternelle, dans une école privée de Montmartre. Il l'avait vue des dizaines de fois, lors de dîners familiaux douces, poser tout le contraire de sa sœur, l'avocate ambitieuse. Lors du dernier repas, avant la rupture, Caroline avait mentionné qu'elle traversait une mauvaise passe financière. Son école réduisait ses programmes, et elle payait souvent le matériel de sa poche. « Elle t'a toujours apprécié, » poursuivit Jonathan. « Et c'est quelqu'un de fiable, d'établi avec une réputation impeccable auprès des enfants. Si elle acceptait d'être ta fiancée, même temporairement, cela aiderait énormément. Tu me suggères donc de demander à la sœur de mon ex de simuler des fiançailles pour que je garde la garde de 2 enfants qu'elle ne connaît même pas, » s'étonna Mark. « Je te suggère de faire tout ce qu'il faut pour garder ta famille unie, » répondit calmement Jonathan. « La question est, jusqu'où es-tu prêt à aller?
Marc tourna la tête vers Lily et Danny blottit l'un contre l'autre sur le canapé, leurs yeux grands ouverts de peur. Il pensa à l'homme en manteau sombre qu'il avait vu depuis la fenêtre à Patricia D. de l'aide sociale à l'enfance, qui l'attendait en bas avec des papiers pouvant détruire leur fragile équilibre. Et il pensa aux mots de sa mère. « Trouve-les, Marc. Aide-les. Ils sont de ton sang. »« Donne-moi le numéro de Caroline Fletcher, dit-il, finalement. Et Jonathan, dis à Patricia que je la verrai demain matin, en présence de ma fiancée. » Il avait 24 heures pour convaincre une femme qu'il connaissait à peine de feindre des fiançailles et sauver 2 enfants d'un système prêt à les engloutir. La tempête commençait à peine. L'appartement de Caroline Fletcher à Montmartre n'avait rien à voir avec le penthouse de Marc. Petit chaleureux, encombré de livres pour enfants et de dessins colorés. Il sentait la cannelle et le café. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit Marc sur le palier, accompagné de 2 enfants fatigués, son expression se transforma immédiatement en inquiétude. « Marc, qu'est-ce qu'il y a ?» Puis elle posa les yeux sur Lily et Danny, sur la peur dans leurs regards, et s'écarta sans hésiter. Entrez tous les 3. Marc avait préparé son discours pendant le trajet, arguments logiques, propositions financières, tout un plan. Mais lorsque Caroline s'agenouilla devant les enfants, sa voix douce leur demandant s'ils voulèrent des biscuits et du lait, toutes ces phrases bien ordonnées s'envolèrent. « Ce sont mes cousins », lâcha-t-il d'un seul trait. Le père de Danny était mon oncle. Ils ont vécu dans la rue. Leur mère est morte il y a 3 semaines, et les services sociaux viendront demain les emmener si je ne peux pas prouver que je peux leur offrir un foyer stable, une famille. Caroline se releva lentement, les yeux écarquillés. « Marc, c'est beaucoup. Ces pauvres petits. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? » Marc prit une grande inspiration. « J'ai besoin que tu sois ma fiancée. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux. Caroline le fixa comme s'il avait perdu la tête. « Pardon, » fit Caroline abasourdie. Marc prit une inspiration et expliqua tout la marque de naissance. Les tests ADN, la lettre de sa mère, l'homme qui les observait depuis l'avenue Montaigne, les documents de Patricia D. de l'aide sociale à l'enfance, les conseils de Maître Sterling concernant la garde et l'idée de se présenter comme un couple fiancé. « Je sais que ça paraît insensé, dit-il, en se passant une main dans les cheveux. Tu n'as aucune raison de m'aider, mais ces enfants, Caroline, ils ont vécu l'enfer. Lily n'a pas dormi une seule nuit complète depuis que je les ai trouvés. Elle a peur qu'on lui enlève Danny. Et chaque matin, il me demande si tout ça est réel ou s'il rêve. Si les services sociaux les prennent demain, ils seront séparés. Danny ira dans un foyer pour les plus jeunes Lily ailleurs. Tout ce qu'ils ont essayé de préserver sera détruit. » Caroline regarda les enfants, leurs yeux pleins d'un mélange de peur et d'espoir. Lily s'était rapprochée de son frère pour le protéger, mais dans son regard se lisait autre chose, une confiance fragile. « Combien de temps durerait cet arrangement ?» demanda-t-elle doucement. « 6 mois, répondit Marc. Peut-être 1 an le temps que l'adoption soit finalisée et que le tribunal soit satisfait. Je te paierai bien sûr tout ce dont tu as besoin. Je sais que ton école a des difficultés, je peux... » Caroline leva la main pour l'interrompre. Elle s'éloigna vers la fenêtre, regardant les toits de Montmartre et les rues animées en contrebas. Ses épaules se raidirent. Marc pouvait presque entendre le tourbillon de ses pensées. Puis elle se retourna. « Ma sœur t'a brisé le cœur, » dit-elle calmement. « C'est ma sœur et je l'aime, mais je sais ce qu'elle t'a fait. Cela détruirait ma relation avec Rebecca. Elle ne me le pardonnerait jamais. » Le cœur de Marc se serra. « Je comprends. Je n'aurais pas dû te demander ça. Je trouverai une autre solution. »« Je n'ai pas fini, » coupa Caroline. Elle regarda de nouveau les enfants et son expression changea. « Rebecca t'a quitté
parce qu'elle disait que tu n'étais jamais présent, que tu préférais ton empire à la vie de famille. Elle voulait quelqu'un qui mette la famille avant tout. Caroline, Mais tu es là maintenant, poursuivit-elle d'une voix tremblante. Tu as trouvé ces enfants découverts qu'ils étaient de ta famille, et tu as tout laissé tomber pour les aider. Tu les as accueillis chez toi. Tu te bats pour eux. Ce n'est pas le Marc que Rebecca connaissait. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Elle s'agenouilla devant Lily et Danny. « Salut ma chérie », dit-elle à Lily d'une voix douce. « C'est quoi ta matière préférée à l'école ?» Lily cligna des yeux surprise par la question. « La lecture », murmura-t-elle. « J'aime les histoires. Avant que maman tombe malade, elle nous emmenait à la bibliothèque toutes les semaines. » Caroline sourit et ce sourire illumina son visage. « Je suis institutrice en maternelle. J'aime aussi les histoires. Et tu sais quoi? Je crois que toi et ton frère avez vécu quelque chose de très effrayant. Mais Marc essaie de vous aider. Tu aimerais ça? Tu aimerais avoir une maison avec lui? » Plus que tout souffla Lily. C'est le premier à avoir été gentil avec nous depuis que maman est morte. Il dit qu'on est une famille, qu'on appartient l'un à l'autre. Caroline se releva et fit face à Marc. Dans ses yeux brillait une décision ferme. « D'accord, je le ferai. Je serai ta fiancée. Mais j'ai des conditions. »« Tout ce que tu veux, » répondit Marc, l'espoir revenant brusquement. « Premièrement, je le fais pour eux, pas pour ton argent. J'accepterai ton aide pour mon école parce que cela aide d'autres enfants, mais je ne prendrai pas de salaire pour ça. Deuxièmement, on dira la vérité aux enfants selon leur âge. Je ne leur mentirai pas sur ce que c'est. Et troisièmement, » elle s'interrompit, la voix plus douce. « Si on veut convaincre un juge qu'on construit une famille, il faut vraiment essayer. Ça veut dire des repas ensemble, du temps partagé, apprendre à se connaître. Plus de distance entre toi et le monde. Marc, ces enfants ont besoin que tu sois présent. » Marc sentit quelque chose se fissurer en lui, comme si la glace qui recouvrait son cœur fondait enfin. « Marché conclu, dit-il, d'une voix émue. Caroline tendit la main. Marc la serra, et à cet instant, quelque chose changea. Cette femme, la sœur discrète de son ex, devenait sa partenaire dans le combat le plus important de sa vie. « Lily Danny, » dit Caroline en se tournant vers eux. « Marc et moi, allons vous aider à rester ensemble. On va dire à certaines personnes qu'on prévoit de se marier pour que vous puissiez vivre avec lui. » « Est-ce que ça vous va, Danny, rester silencieux jusque-là » s'élança soudain et entoura les jambes de Caroline de ses petits bras. « Merci, murmura-t-il. Merci d'aider ma sœur. » Elle avait si peur. Les yeux de Caroline se remplirent de larmes. Elle prit Danny dans ses bras et le serra contre elle. Marc vit alors sur son visage quelque chose qui lui serra la gorge, pas du devoir, ni de la pitié, mais une affection sincère. Et il comprit à cet instant précis que peut-être cet arrangement ne serait pas aussi faux qu'il l'avait imaginé. Mais à peine avait-il quitté l'appartement de Caroline qu'une heure plus tard, le téléphone de Marc vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Je sais qui vous êtes. Je sais ce que valent ces enfants. 5 millions d'euros, où je révèle toute l'histoire à la presse. Vous avez 48 heures. » Quelqu'un savait pour Danny et Lily. Quelqu'un connaissait le lien avec la famille Blackwell et était prêt à tout détruire pour de l'argent. La tempête allait devenir un ouragan. Le lendemain matin, Caroline emménagea au penthouse de Marc, les mains tremblantes en posant sa valise. Dans 2 heures, Patricia D., de l'aide sociale à l'enfance, devait arriver pour décider si Lily et Danny pouvaient rester ou être placés dans le système. Lorsque Patricia arriva, Marc observa Caroline se transformer. D'un calme professionnel impressionnant, elle guida la travailleuse sociale à travers l'appartement, les chambres d'enfants décorées, avec soin le programme thérapeutique établi avec la docteure Sarah Chen,
Les routines du soir, les repas, les lectures. Puis-je parler aux enfants? Seul à seul, demanda Patricia après la visite. Marc voulut refuser, mais Caroline lui pressa la main. Ils attendirent dans la cuisine. Marc faisait les 100 pas, tandis que Caroline, immobile, priait en silence. 20 minutes plus tard, Patricia reparut suivie de Lily et Danny, qui coururent se jeter dans les bras de Marc. « J'ai tout examiné, dit Patricia. Les tests ADN, les vérifications de vos antécédents, l'attachement évident des enfants à vous. Vous avez fourni un environnement excellent. » Elle marqua une pause. Cependant, la situation reste très inhabituelle. Un homme seul, soudainement fiancé, réclamant la garde de 2 enfants traumatisés. Avec tout le respect, l'interrompit Caroline. D'une voix ferme. Ces enfants ont vécu dans la rue pendant 3 semaines, sans que le système ne bouge. Marc leur a offert plus de stabilité en 1 semaine qu'ils n'en ont eu depuis des mois. Nos fiançailles sont récentes, oui, mais nous faisons tout pour les aider à guérir. Patricia la fixa un instant, puis, contre toute attente, esquissa un sourire. Très bien. Je vais recommander une garde provisoire d'urgence avec visite régulière et rapport de suivi. Mais comprenez ceci, ajouta-t-elle d'un ton plus dur. Si ces fiançailles sont une mascarade, ou si les enfants sont instrumentalisés, je les retirerai immédiatement. Vous avez ma parole, répondit Marc. Quand Patricia partit, Lily éclata en sanglots de soulagement dans les bras de Marc, tandis que Danny s'accrochait à Caroline. Ils avaient gagné la première bataille. Mais Marc n'oublia pas le message de chantage, quelqu'un voulait anéantir cette fragile famille, et il n'avait que 48 heures pour l'en empêcher. 1 semaine passa. Caroline s'était intégrée à leur vie avec une aisance presque naturelle. Marc la regardait chaque soir, lire des histoires aux enfants, sa voix douce et vivante, emplissant le salon. Quelque chose se serra dans sa poitrine. « Tu es doué avec eux, dit-il. » Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le canapé. « Ils sont faciles à aimer, » répondit-elle. « Danny m'a demandé aujourd'hui si j'allais devenir sa maman. » Le cœur de Marc se serra. « Et qu'est-ce que tu lui as dit la vérité? Que je tiens énormément à lui, mais que sa maman restera toujours sa maman. » Il m'a alors demandé si je pouvais être sa maman bonus. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Ces enfants ont traversé tellement de choses. « Merci d'être là, » murmura Marc. Caroline leva les yeux vers lui. Le message de chantage. Des nouvelles. Marc avait engagé un détective privé, James Porter, mais l'enquête piétinait. Pas encore. Mais qui que ce soit, il n'aura pas notre famille. Notre famille, répéta Caroline doucement. Tu dis ça comme si c'était réel. Ce ne l'est pas, répliqua Marc en se penchant vers elle. Tu as réorganisé toute ta vie pour nous. Ce n'est pas du faux. Caroline se leva brusquement. Ne rends pas les choses confuses, Marc. C'est un arrangement légal. Tu me regardes comme Rebecca ne l'a jamais fait et je ne peux pas être ton substitut. Tu crois que c'est ça, répondit-il en se levant à son tour. Rebecca est partie parce que je n'étais jamais présent. Mais toi, je te vois. Chaque matin, quand tu fais des pancakes en forme d'animaux. Chaque soir, quand tu vérifies que Lily dort bien. Ce qu'on construit, c'est la chose la plus vraie que j'ai ressentie depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Marc sonna. James Porter annonça la voix à l'autre bout du fil. « J'ai trouvé ton maître chanteur. Il s'appelle Kyle Morrison, un assistant juridique qui a accédé à tes dossiers scellés. Sa mère était la petite amie de ton oncle Daniel, avant Sarah Mitchell. Elle était enceinte, mais a fait une fausse couche à 7 mois. Elle en veut à ta famille depuis 30 ans. » Le sang de Marc se figea. « Kyle ne cherche pas seulement de l'argent, » poursuivit James. « Il a une rancune. Et Marc,
Il a acheté un billet pour le Brésil. Il décolle demain midi. Une fois là-bas, il pourra tout révéler à la presse hors de toute juridiction française. Vous avez moins de 24 heures pour l'arrêter. Trouve-le, ordonna Marc. Fais ce qu'il faut. Mais en raccrochant, il comprit qu'il fallait plus que retrouver Kyle. Il fallait affronter le passé, celui que sa famille avait enfoui depuis 3 décennies. À l'aube, Marc et Caroline se tenaient devant la maison de repos de la reine à Versailles. À l'intérieur vivait Marguerite Morrison, la mère de Kyle, dont le deuil s'était transformé en rancune depuis 30 ans. « Laisse-moi parler », dit Caroline. « De femme à femme, de mère à mère. » Marguerite Morrison avait 72 ans en fauteuil roulant, mais ses yeux étaient vifs et lucides. Lorsqu'elle aperçut Marc, une lueur de reconnaissance traversa son regard. Un Blackwell, les yeux de Daniel. Les yeux de l'homme qui a tué mon bébé, murmura Marguerite Morrison, la voix tremblante mais pleine de rancune. Caroline s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. « Je m'appelle Caroline, et voici Marc. Nous avons besoin de votre aide. » Aider un Blackwell cracha la vieille femme. Daniel m'avait promis le monde. Il disait m'aimer. Puis je suis tombée enceinte. Et il a disparu. Le stress, la solitude. J'ai perdu mon bébé au 7e mois. Emma. J'allais l'appeler Emma. Les larmes roulèrent sur ses joues ridées. Je suis désolé, dit Marc sincèrement. Ce que mon oncle a fait est impardonnable. Votre fils Kyle menace Marc, expliqua Caroline d'une voix douce mais ferme. Mais Madame Morrison, 2 enfants innocents vont payer le prix si vous ne l'arrêtez pas. Danny et Lily sont les enfants de Daniel, avec une autre femme. Leur mère est morte il y a 3 semaines. Marc sortit une photo de sa poche. Voici Lily 7 ans et Danny 4. Ils vivaient dans la rue quand je les ai trouvés. Ce sont ma famille maintenant. Marguerite regarda la photo, longuement le visage bouleversé. Daniel avait des enfants qui ont survécu. Oui, ils ont connu la faim, la peur, l'abandon. Ils méritent une vie meilleure. Marguerite demeura silencieuse, les larmes coulant à nouveau. Je n'ai jamais pu tenir mon Emma dans mes bras. Tout ce qu'il me reste, ce sont des échographies et de petites empreintes de main faites après qu'elle soit partie. Elle leva les yeux vers Marc. Peut-être que vous pouvez briser le cycle. Offrir à ses enfants la vie qu'Emma n'a jamais eue. C'est ce qu'on essaie de faire, dit Caroline. Mais Kyle est votre fils. Marguerite hocha lentement la tête. Il avait 7 ans quand j'ai perdu Emma. Il a grandi dans ma colère. Je lui ai transmis mon poison. Elle saisit son téléphone d'une main tremblante. Je vais l'appeler, lui dire d'arrêter. Mais promets-moi une chose, ne laissez pas les erreurs de Daniel définir ses enfants. Et quand ils seront grands, parlez-leur d'Emma. Gardez sa mémoire vivante. Nous le promettons, répondit Caroline en lui prenant la main. Marguerite appela son fils sur le champ. Kyle, tu dois cesser cette croisade. Rentre à la maison. Je ne peux pas, maman. Les Blackwell doivent payer. Ces enfants n'y sont pour rien, Kyle. Ce sont des victimes, eux aussi. J'ai porté cette rage pendant 30 ans, et elle ne m'a pas rendu Emma. Ne laisse pas la haine te détruire. Un long silence suivit. Ils sont là avec toi, n'est-ce pas? Demanda Kyle. Oui, répondit-elle doucement. Et ils m'ont montré plus de compassion en 20 minutes que je n'en ai offert à quiconque depuis des décennies. Laisse tomber mon fils, s'il te plaît. Un autre silence, puis une voix brisée. D'accord, maman, je rentre à la maison. Marc prit Marguerite dans ses bras, cette femme qui avait haï sa famille pendant si longtemps. Merci, murmura-t-il. Vous venez de nous sauver. Non, répondit-elle. C'est vous qui vous êtes sauvés en choisissant d'aimer ses enfants. C'est ainsi qu'on brise la chaîne. 3 jours plus tard, Kyle Morrison arriva au penthouse de Marc. Il sortit une clé USB de sa poche et la posa sur la table.
Elle contient tout le matériel de chantage. Je te la rends. Pourquoi? Demanda Mark méfiant. Parce que maman m'a demandé de laisser tomber. Et parce que détruire ses enfants n'aurait rien réparé. Kyle marqua une pause, puis ajouta « Mais il y a autre chose. » Daniel avait une autre fille avant Emma, avant Sarah Mitchell. Il avait 19 ans, a mis une fille enceinte à la fac. Elle a donné le bébé à l'adoption. Cette fille a 33 ans aujourd'hui. Son nom d'adoption est Jennifer Hayes. Et Mark, elle cherche son père biologique depuis 5 ans. Mark sentit le sol se dérober sous lui. Jennifer Hayes, son assistante personnelle depuis 3 ans. La femme qu'il voyait tous les jours. Elle avait les mêmes yeux gris-bleus, la même marque en croissant sur le poignet. Elle est au courant, poursuivit Kyle. Elle sait que Daniel était son père. Et elle sait pour Danny. Lorsque Kyle quitta l'appartement, Mark appela Jennifer sur le champ. Elle arriva 1 heure plus tard, nerveuse. Il ne perdit pas de temps. Nous devons parler de ton père biologique. Le masque de Jennifer se fissura immédiatement. Vous savez, dit-elle d'une voix brisée, Daniel Blackwell Jr. était mon père, ce qui fait de moi la demi-sœur de Danny et Lily et votre cousine. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Jennifer s'assit lourdement. J'ai découvert la vérité il y a 6 mois. Je cherchais depuis des années. Quand j'ai enfin obtenu les dossiers déclassifiés, j'ai appris que mon père biologique était Daniel Blackwell Jr. Il ne m'a pas fallu longtemps pour faire le lien avec vous. J'essayais de trouver comment vous l'annoncer quand votre mère est tombée malade. Tu savais qu'elle était malade? Oui, je suis allé la voir à l'hôpital. Je ne lui ai pas dit qui j'étais, je voulais juste voir de quel genre de famille je venais. Elle était si gentille même en train de mourir. Elle a parlé de vous, à quel point elle était fière, et elle a mentionné qu'elle cherchait l'enfant de Daniel. La voix de Jennifer se brisa. Je ne savais pas pour Danny et Lily avant que vous ne les rameniez ici. Quand j'ai vu la marque de naissance de Danny, j'ai compris. J'ai passé ma vie seule, ballottée de foyer en foyer. Et tout à coup, j'ai une famille. Mais je ne savais pas si vous voudriez de moi. Mark s'agenouilla devant elle. Tu es de la famille, tu l'as toujours été. Et oui, bien sûr qu'on te veut avec nous. Jennifer éclata en sanglots. Caroline les rejoignit, posant une main sur leurs épaules. Pendant un long moment, les trois restèrent là, unis dans un silence bouleversant. Cette famille n'était plus seulement liée par le sang, mais par le choix de se battre les uns pour les autres. Quelque chose changea dans l'expression de Kyle. « Merci d'être venu, dit Mark. Maman m'appelait chaque jour, elle me parlait de votre visite des enfants. » Kyle sortit une clé USB et la posa sur le comptoir. Tout est là. L'épreuve du chantage. Vos fiançailles fictives, la procédure de garde, les dossiers scellés. Je vous rends tout. Pourquoi? Demanda Mark. Parce que ma mère m'a demandé de lâcher prise. Et quand j'ai vu les photos des enfants qu'elle m'a envoyés, j'ai vu ce qu'Emma aurait pu être. Les détruire ne l'aurait jamais ramené. À ce moment-là, Caroline sortit de la chambre des enfants. Elle observa Kyle un instant, puis tendit la main. « Merci d'avoir choisi la clémence. » Kyle la serra. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'ai trouvé dans les vieux dossiers de Daniel. » Il sortit un document plié. Daniel avait eu une fille avant Emma, avant Sarah Mitchell. Il avait 19 ans, a mis une fille enceinte à l'université. Elle a donné le bébé à l'adoption. Cette fille aurait 33 ans aujourd'hui. Son nom d'adoption est Jennifer Hayes. Mark sentit le sol se dérober sous lui. Jennifer Hayes, son assistante depuis 3 ans. « C'est impossible », souffla-t-il. Mais aussitôt, il revit ses yeux gris-bleus, la mâchoire volontaire, la petite marque en croissant sur son poignet. « Elle sait, » dit Kyle. « Elle sait que Daniel Blackwell Jr. était son père biologique. Et elle sait pour Danny. » Caroline saisit le bras de Mark.
Si Jennifer sait tout ça, pourquoi ne rien avoir dit? C'est à vous de le découvrir, répondit Kyle avant de partir. Mark appela immédiatement Jennifer, lui demandant de venir au Penthouse. Pendant qu'ils attendaient, son esprit repassait en boucle chaque conversation des 3 dernières années. Quand Jennifer arriva, Mark alla droit au but. « Nous devons parler de ton père biologique. » Le visage de la jeune femme se décomposa. Elle ferma les yeux. « Vous savez, Daniel Blackwell Jr. était mon père, ce qui fait de moi la demi-sœur de Danny et Lily et votre cousine. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? » Jennifer s'assit lourdement. « J'ai découvert la vérité il y a 6 mois. Je cherchais depuis des années. Quand j'ai enfin pu consulter mes dossiers d'adoption, j'ai appris que mon père biologique était Daniel Blackwell Jr. Le lien avec vous s'est fait tout de suite. J'essayais de trouver comment vous en parler quand votre mère est tombée malade. » « Tu savais pour sa maladie? » ?»« Oui. Je suis allé la voir à l'hôpital. Je ne lui ai pas dit qui j'étais. Je voulais juste voir de quelle famille je venais. Elle était si gentille, même en train de mourir. Elle a parlé de vous, de la fierté qu'elle ressentait, et elle a mentionné qu'elle cherchait l'enfant de Daniel. « Elle te cherchait, » dit doucement Caroline. Jennifer hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas pour Danny et Lily avant que vous ne les rameniez ici. Quand j'ai vu la marque de naissance de Danny, j'ai compris. J'ai grandi seul, ballotté de foyer en foyer, toujours à me demander d'où je venais. Et soudain, j'ai une famille, un frère, une sœur, mais je ne savais pas si vous voudriez de moi. » Mark traversa la pièce et s'agenouilla devant elle. « Tu fais partie de la famille. Tu en as toujours fait partie. Et oui, on te veut parmi nous. » Jennifer éclata en sanglots. Caroline les rejoignit, posant un bras autour de ses épaules. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi unis dans le silence. Leur famille n'était plus définie par le sang, ni par les papiers officiels, mais par le choix d'être là de se battre les uns pour les autres. Et cette famille continuait de grandir d'une manière que Mark n'aurait jamais imaginée. Le jour de l'audience de garde arriva un froid matin de novembre. Mark se tenait devant le palais de justice de Paris-Caroline à sa droite, Jennifer à sa gauche. À l'intérieur, Lily et Danny attendaient avec la docteure Chen, venue témoigner de leur progrès. « Prêt? » demanda Jennifer. « Il le faut, » répondit Mark. La juge Marianne Rhys présidait l'audience. Elle commença par entendre la docteure Chen qui décrivit les progrès remarquables des enfants, leur attachement sécurisé à Mark et Caroline, leur capacité retrouvée à faire confiance. Puis Patricia D. parla du cadre stable que Mark offrait du dévouement sincère de Caroline, tout en soulignant la rapidité des fiançailles. Enfin, la juge appela Mark à la barre. « Vous avez présenté des preuves solides de stabilité financière, Monsieur Blackwell. Mais j'aimerais comprendre votre motivation. Pourquoi bouleverser toute votre vie pour ces enfants? » Mark se leva le cœur battant. « Parce que j'étais vide, Madame la juge. J'avais tout et je ne ressentais plus rien. Puis ces enfants sont entrés dans un restaurant affamé et quelque chose en moi s'est brisé. Quand j'ai vu la marque de Danny, j'ai compris qu'on était liés. Mais ce n'est pas qu'une question de sang. C'est la façon dont Lily lit chaque soir à son petit frère. La manière dont Danny me demande de vérifier sous son lit pour s'assurer qu'il n'y a pas de monstre, parce qu'il croit enfin que quelqu'un veille sur lui. La famille, ce n'est pas seulement celle qu'on reçoit à la naissance, c'est celle qu'on choisit chaque jour en décidant d'être là. » La juge se tourna vers Caroline. « Mademoiselle Fletcher, vos fiançailles se sont conclues très vite, n'est-ce pas, Caroline? » Se leva à son tour. « C'est vrai, Madame la juge, et je ne prétendrai pas que c'était conventionnel. Mais j'ai appris que l'amour n'obéit pas à un calendrier. Je suis enseignante, je le vois tous les jours. J'ai travaillé avec des centaines d'enfants, déclara Caroline devant la juge, mais Lily et Danny,
Ils m'ont touché d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Ce que Marcus et moi avons commencé comme une stratégie légale est devenu quelque chose de réel. Que nous nous marions ou non, je suis engagé à rester dans la vie de ces enfants. La juge Rhys hocha la tête pensive, puis demanda « J'aimerais parler avec Lily et Danny en privé. » 20 longues minutes s'écoulèrent avant qu'elle ne revienne tenant la main de Danny, tandis que Lily essuyait des larmes de soulagement. « J'ai pris ma décision, » annonça la juge. « Ces enfants ont besoin avant tout de stabilité. » Elle marqua une pause. « Bien que cette situation soit peu conventionnelle, je ne peux ignorer les progrès remarquables réalisés sous les soins de M. Blackwell. Cependant, je refuse que leur stabilité dépende d'une relation amoureuse qui pourrait ne pas durer. » Le cœur de Marcus se serra. « Par conséquent, je vous accorde la garde légale permanente, M. Blackwell, avec adoption définitive, dans 6 mois après des visites de contrôle régulières. Mademoiselle Fletcher, vous êtes désignée comme tutrice secondaire, afin de protéger les enfants, quelle que soit l'évolution de votre relation. » Madame Hayes ajouta la juge en regardant Jennifer. « Des dispositions sont prévues pour votre participation active en tant que demi-sœur biologique. » Ils avaient gagné. Lily et Danny se précipitèrent vers Marcus, riant et pleurant tout à la fois. Il les souleva dans ses bras et les serra fort. Caroline et Jennifer les rejoignirent, formant une étreinte mêlée de joie, de fatigue et de gratitude. Une famille née des secrets de la douleur et de choix impossibles, mais une famille tout de même. Alors qu'ils sortaient du palais de justice, Marcus remarqua une femme de l'autre côté de la rue. Elle paraissait avoir une 60aine d'années élégante, les cheveux argentés, le regard intense. Elle tenait une pancarte sur laquelle étaient écrits 3 mots « Je suis Rebecca ». Marcus se figea. C'était impossible. Rebecca était son ex-petite amie, la sœur de Caroline, et elle n'avait pas 60 ans. À moins que cette femme ne parle pas de cette Rebecca-là, mais d'une autre, quelqu'un lié au passé des Blackwell. Il fit un pas vers elle, mais Caroline l'arrêta. « Marcus, qu'est-ce qu'il y a ?» Il se retourna, la femme avait disparu dans la foule. « Rien, » répondit-il, refoulant l'inquiétude. « Rentrons à la maison. » Mais sur le trajet du retour, cette image le hantait. Son instinct lui soufflait que leur histoire n'était pas terminée, qu'un dernier secret attendait encore d'être révélé. 3 jours après l'audience, la sonnette retentit à 7 heures du matin. Marcus ouvrit la porte. C'était elle, la femme du tribunal, tenant la même pancarte « Je suis Rebecca ». De près, elle était d'une élégance sobre malgré son âge. Ses yeux gris-bleu lui firent l'effet d'un coup dans la poitrine, les yeux des Blackwell. « Je m'appelle Rebecca Blackwell », dit-elle d'une voix calme. « C'est impossible », balbutia Marcus. « Mon père m'a dit que vous étiez morte il y a 30 ans. Il y a eu des funérailles, j'ai vu l'avis de décès. Ton père et moi nous sommes violemment disputés, expliqua la vieille femme. Quand l'addiction de Daniel a pris le dessus, je voulais le faire soigner. Ton père voulait étouffer l'affaire, préserver le nom de la famille. Quand j'ai menacé de rendre tout public, de le faire interner de force pour le sauver, il m'a donné un choix: disparaître ou être interné. Il avait l'argent, les relations, le pouvoir. Sa voix se brisa. Alors j'ai pris l'argent. Je suis parti. Il a dit à tout le monde que j'étais morte. Depuis, je vis dans le Vermont, sous mon nom de jeune fille. Pourquoi revenir maintenant ? Demanda Marcus, même s'il sentait déjà la réponse. Parce que je vous ai observé. Quand j'ai vu ton nom dans la presse, cette affaire de garde ses enfants. Elle sortit une vieille photo. Un jeune Daniel tenait un bébé dans ses bras. Sur le poignet du bébé, une minuscule marque en croissant. « C'est Daniel qui te tient, dit-elle doucement. Tu avais 6 mois.
C'est moi qui ai pris cette photo. Tu étais tant aimé, Marcus, avant que tout ne s'effondre, avant que l'addiction ne détruise mon fils. Marcus fixa la photo bouleversé. Le visage de son oncle jeune lumineux avant les démons, avant les drames. Il a fait tant de mal, murmura-t-il. Je sais, répondit Rebecca en larmes. J'ai porté cette culpabilité pendant 30 ans. J'ai abandonné mon fils quand il avait le plus besoin de moi. Ton père m'a fait peur et Daniel s'est perdu sans moi. Elle serra la photo contre son cœur. J'ai vu ce que tu fais, Marcus, avec ses enfants, avec Caroline Jennifer. J'ai vu quelque chose que je ne pensais plus jamais voir. Ma famille guérir. Vous brisez enfin le cycle que je n'ai pas su briser. À ce moment-là, Caroline apparut dans l'encadrement de la porte, Lily et Danny, derrière elle curieux. « Marcus, tout va bien. » Marcus regarda cette femme, sa grand-mère effacée de l'histoire familiale, puis Caroline, puis les enfants. Et il pensa à Marguerite Morrison, qui avait trouvé la paix en pardonnant. Peut-être, pensa-t-il, que le pardon était la dernière pièce manquante pour refermer enfin le cercle des Blackwell. À propos de Jennifer, qui avait cherché sa famille toute sa vie, et de Kyle qui avait choisi la clémence plutôt que la vengeance. « Entrez, » dit Marcus en s'écartant. « Votre famille. Vous appartenez ici. » Rebecca entra dans le penthouse. Quand Danny la vit, il courut vers elle avec la confiance sans peur qu'il avait apprise au fil des événements. « Vous êtes la grand-mère de Marcus. Alors, vous êtes ma trisaïeule. » Rebecca s'agenouilla les mains tremblantes et toucha le visage de Danny. « Oui, mon chéri, je suis ta trisaïeule, et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là avant. » Lily s'approcha plus prudemment. « Notre maman disait, la famille n'est pas toujours là dès le départ. Parfois, c'est juste être présent quand on le peut et rester. » Ces mots venant d'une fillette de 7 ans qui avait souffert bien plus que quiconque ne devrait, brisèrent Rebecca complètement. Elle prit les 2 enfants dans ses bras et sanglota. « Ta maman était une femme sage. » Pendant les heures suivantes, Rebecca raconta des histoires sur Daniel, avant l'addiction sur sa gentillesse, son humour, ses rêves. Elle leur montra des photos du père de Marcus jeune avant que le pouvoir ne le corrompe. Elle expliqua à Jennifer, qui était sa mère biologique, une étudiante aimante, que Daniel avait aimée, mais qu'il n'avait pas pu garder à cause de ses démons. « Je n'ai plus beaucoup de temps, dit finalement Rebecca en regardant Marcus. Les médecins me donnent peut-être 1 an, mais j'aimerais passer ce temps ici si vous m'acceptez. Je veux connaître mes arrière-petits-enfants. Je veux être la grand-mère que j'aurais dû être pour vous. » Marcus et Jennifer. Même Daniel mérite que quelqu'un se souvienne de ses bons côtés. « Oui, » dit Marcus sans hésitation. « Restez. Faites partie de cette famille que nous construisons. » Ce soir-là, ils se rassemblèrent dans le salon. Marcus et Caroline étaient sur le canapé. Lily blottie entre eux, Danny sur les genoux de Jennifer, Rebecca dans le fauteuil, les regardant tous avec émerveillement. « Nous devrions honorer Emma, » dit soudain Lily. « Trisaïeul, vous avez dit qu'oncle Daniel avait eu une fille qui n'a pas survécu. Nous devrions nous souvenir d'elle. » La gorge de Marcus se serra. Cet enfant qui avait tant perdu voulait commémorer la tragédie d'un autre enfant. « C'est magnifique, Lily, » dit doucement Caroline. « Comment devrions-nous nous souvenir d'elle ?» Une étoile suggéra Danny. Maman disait toujours, « Les gens que nous aimons deviennent des étoiles. » Nous pourrions faire nommer une étoile Emma. Et c'est ce qu'ils firent. Marcus paya pour qu'une étoile soit officiellement nommée Emma Morrison, et ils organisèrent une petite cérémonie à Central Park avec Margaret Morrison, qui versa des larmes de guérison en apprenant que la famille de Daniel honorait la fille qu'elle avait perdue. 6 mois plus tard, l'adoption fut finalisée. Marcus devint officiellement le père de Lily et Danny.
Caroline, dont les sentiments étaient devenus indéniables, accepta lorsque Marcus la demanda en mariage pour de vrai, non pour un juge ou un dossier légal, mais parce qu'au milieu du chaos de la construction de cette famille, ils étaient tombés amoureux, sincèrement. Jennifer devint tante Jennifer, l'excentrique adorée qui apportait des cadeaux à chaque visite et emmenait les enfants en aventure. Rebecca passa ses derniers mois à apprendre à Lily les recettes familiales des Blackwell à lire à Danny chaque soir et trouva enfin la paix qui lui avait échappé pendant 30 ans. Le jour où Rebecca s'éteignit, entourée de la famille qu'elle avait retrouvée, ses derniers mots furent « Pour Marcus, tu as fait ce que je n'ai pas pu. Tu as brisé le cycle. Tu as choisi l'amour plutôt que l'orgueil, la clémence, plutôt que l'amertume. C'est cela qui fait de toi un Blackwell dont on se souviendra. » 2 ans plus tard, Marcus se tenait dans ce même restaurant, 5 étoiles où tout avait commencé. Mais cette fois, il n'était pas seul. Caroline était en face de lui, maintenant son épouse rayonnante de grossesse. Lily et Danny couraient autour de la table plus âgés, confiants et joyeux. Jennifer était là avec son nouveau petit ami, riant à quelque chose que Danny disait. Le serveur s'approcha et « Blackwell, nous voulions vous remercier. Le fonds de bourse que vous avez créé pour les enfants de familles en difficulté a changé tant de vies. Le Emma et Sarah Memorial Fund a aidé plus de 500 enfants, rien que cette année. » Marcus sourit, pensant à tous les morceaux brisés qui avaient formé cette magnifique mosaïque familiale, une famille née de la tragédie, mais construite par le choix, par la présence, par le refus de laisser le passé dicter l'avenir. « Ce n'est pas une question d'argent, » dit-il en serrant Lily dans ses bras alors qu'elle passait. Il s'agit de s'assurer qu'aucun enfant n'est à entrer dans un restaurant pour mendier de la nourriture. Chaque enfant mérite d'être vu aimé et accompagné. Cette nuit-là, en couchant, Danny Marcus regarda le planétarium mural. L'étoile d'Emma était marquée d'un autocollant spécial, juste à côté de celle de grand-mère Rebecca et de celle de maman Sarah. Marcus demanda à Danny somnolent, « Penses-tu qu'ils peuvent nous voir? Tous ceux qui sont devenus des étoiles. » Marcus pensa au potentiel gâché de son oncle, aux femmes qu'il avait blessées, aux enfants qui avaient souffert. Mais aussi au pardon de Margaret, au retour de Rebecca à la famille qu'ils avaient reconstruite à partir des cendres. Je crois qu'ils peuvent dire Marcus. Et je crois qu'ils sont fiers de nous, dit Marcus, parce que nous n'avons pas laissé les parties tristes de l'histoire être la fin. Nous avons écrit une nouvelle fin ensemble. Danny sourit et ferma les yeux. J'aime notre famille. Moi aussi, mon petit, murmura Marcus. Moi aussi. Alors qu'il quittait la pièce, Marcus réalisa que l'homme vide, qui s'était assis seul dans un restaurant il y a 2 ans, n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que la famille n'était pas parfaite, que l'amour pouvait être chaotique, compliqué, et naître des endroits les plus inattendus. Mais il était réel, et c'était suffisant. Plus que suffisant, c'était tout.